Voilà, on va commencer la table ronde qui va nous occuper 3 bons quarts d'heure pour justement essayer d'aller au-delà de la présentation plus théorique qu'on a eue ce matin. Merci encore aux deux présentateurs d'ailleurs. Alors pour cette discussion, on accueille Valentine François de la SBL ACMJ, qui est donc une organisation de jeunesse. Valentine est spécialisée sur les questions du numérique, si je ne me trompe pas. Et donc ACMJ est une organisation qui, elle, travaille sur le terrain directement avec tout le secteur jeunesse au sens large, que ce soit des élèves dans les écoles ou bien des jeunes en situation d'animation extrascolaire dans des maisons de jeunes et toute autre situation. Donc c'est vraiment finalement comment traiter les questions, mais qui viennent souvent, enfin qui viennent du terrain et qui ne sont pas forcément formulées de la même manière. Et puis on accueille aussi Arnaud Zarbo de l'ASBL Nadja, qui est psychologue spécialisé dans la question des dépendances, mais qui plus largement développe un point de vue aussi sur le rapport aux médias. Et donc, ce sera sans doute aussi l'apport d'une certaine partie du terrain aussi, puisqu'il est confronté à des situations problématiques, souvent familiales, si je ne me trompe pas, et qui aussi pose les questions du rapport entre les utilisateurs et les médias sous un autre angle que celui qu'on a eu ce matin, qui était plus celui de la communication. Ici, on a un angle de l'animation, puis un angle de la psychologie. L'idée de cette table ronde, c'est pas forcément de faire un long commentaire sur ce qui a été dit, mais plutôt d'essayer d'identifier les points vraiment problématiques. Au fond, quel est le problème de tout ceci qui se pose à nous, animateurs au sens large ? Et quels sont les types de réponses éducatives au sens large aussi du terme, hein, que ce soit scolaire ou pas, et aux jeunes ou pour les adultes, qu'on pourrait trouver pour parvenir à traiter cette question assez complexe, mine de rien. Voilà. Alors peut-être que ce que je vais proposer, c'est à nos deux commentateurs de réagir d'abord, et peut-être toi d'abord, Valentine, sur dire au fond quel serait, à ton sens, le problème qui se pose face à toute cette question du web affectif. Quel est le problème, et puis Arnaud peut-être nous dira la même chose, et puis peut-être qu'on élaborera ensemble le type de choses qu'on peut faire, et puis bien sûr vous aurez la parole pour enrichir cette réflexion commune. Voilà, merci. Alors, le problème, je ne sais pas si je le formulerai comme ça, c'est déjà nous, notre association, il faut savoir qu'on est vraiment sur le terrain. Donc peut-être que le premier problème que j'identifierais entre ce qui s'est dit ce matin et où vraiment on aurait une réflexion similaire au sein de notre association, c'est d'arriver à transposer ça sur le terrain, sachant que les demandes et les inquiétudes du public qui fait appel à nous sont encore très éloignées de ces constats. Ça n'empêche pas d'avancer là-dessus, mais ce serait peut-être le premier problème identifié. Un second, c'est pas un problème, un second constat, et je pense qu'Arnaud pourra mieux compléter là-dessus, c'est que nous, on travaille avec un public jeune, donc Action Média jeune, ça va de 3 à 35 ans, mais dans l'essentiel du public qu'on touche, on va toucher en majorité des préadolescents et adolescents. Donc, ça correspond à la 5e, 6e primaire, première, 2e secondaire chez nous. Et c'est un public qui a aussi des besoins spécifiques, des attentes spécifiques, et que ça va énormément jouer dans cette question des affects et de qu'est-ce qui les fait agir. Alors, comme on est face à un public, et de nouveau, je laisserai peut-être Arnaud s'il veut compléter après, mais on est face à un public qui essaye de se construire son identité en le faisant avec son groupe de pairs et vraiment avec une référence énorme au groupe. Ces réseaux, on va parler de réseaux sociaux ici, mais cette plateforme numérique leur offre des moyens très simples, très accessibles de s'identifier auprès des pairs et de rejoindre le groupe. Et du coup, la question se pose d'une façon d'autant plus complexe que nous, on part toujours des usages des jeunes. On ne vient pas dans une posture où on va attaquer leurs usages, les confronter, mais on va essayer de les réfléchir ensemble. Et dès lors que, par rapport à leurs besoins, à ce qui les anime, en fait, ça répond d'une certaine façon à ce besoin d'expression de soi, avec évidemment toutes les difficultés que ça pose, qu'est-ce qui les enrôle derrière. Mais c'est plus compliqué d'amener ça frontalement, en tout cas. Pour les propositions, les solutions, je vais peut-être d'abord laisser Arnaud et voir. J'imagine que ça fera partie de la suite de la réflexion.
Alors, demander des solutions à un psy, c'est toujours mal barré. Mais donc, moi, les questions que ça m'a posées et comment je problématise ça, bah, c'est à un triple niveau, j'ai envie de dire. Déjà en tant que thérapeute, donc c'est déjà un cadre d'intervention un peu particulier, où les émotions, bah, c'est un peu mon boulot, c'est mon outil de travail. Et en tant que formateur aussi, puisqu'on forme avec d'autres personnes, des professionnels de l'éducation aux médias, mais de l'aide au sens très très large, où on parle de la circulation de l'émotion. Et aussi au niveau du citoyen que je suis, au niveau de ce qu'on va appeler la protection des données. Là, il y a un cran supplémentaire pour moi qui se problématise, c'est est-ce que les émotions, vu qu'elles sont quantifiables sous le prisme de l'affect, enfin, je ne vais pas refaire toute la présentation, est-ce qu'on a un droit de regard sur nos affects? Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir protéger nos affects ou pas? Comment est-ce qu'on transmet ça aux jeunes? Voilà. Et moi, la façon dont je la problématiserais, cette question, très simplement, c'est qu'est-ce que ça dit? Comment est-ce que ça induit une responsabilisation de plus en plus grande chez les jeunes? Où, l'air de rien, on est dans une société, on est comme dans des discours où le jeune est invité de plus en plus tôt à se définir lui-même et à se responsabiliser, hein, de plus en plus tôt. Et donc, est-ce qu'un jeune qui, par nature, pour moi, est un être ben voilà, immature et en développement, a vocation à avoir une responsabilité sur l'expression de ses affects, sur comment il se donne dans certaines facettes de lui-même sur les réseaux sociaux, et en quoi est-ce qu'on ne lui transmet pas un message un peu tronqué qui serait de dire fais attention à ce que tu mets, fais attention à ce que tu exprimes. Et voilà, le poids de l'émotion. Moi, j'aime bien l'idée que une émotion, c'est volatile, c'est comme un gaz léger. Donc, c'est quelque chose qui peut se transmettre, qui circule et qui permet la créativité. Et ici, j'ai l'impression qu'on glisse, et je réfléchis tout avec vous, vers une notion où l'émotion est quantifiable, à une portée, quelque chose d'ancré et qui va nous définir. Voilà, je suis la somme des affects que j'ai postés. Alors, je trouve ça un peu terrifiant. Voilà. Et puis en même temps, je me dis, c'est comme si les community managers, enfin, tous ces gens des entreprises, etc., découvraient l'eau chaude. Ah mon Dieu, les gens expriment des émotions, les font circuler, il y a des affects et c'est ça qui les bouge. Et je trouve qu'il y a quelque chose à la fois fascinant de voir à quel point on peut aller loin dans l'observation, la quantification et le guidage des gens vers les émotions, et en même temps, une espèce de redécouverte que les émotions font partie intégrante de la nature humaine et qu'elles guident nos pas. Enfin, voilà, je suis un peu dans ce double mouvement qui n'est pas très clair pour moi et qui me préoccupe tant en termes d'éducation média vers les jeunes qu'en termes d'éducation média vers les parents et les professionnels. Du coup, pas de solution. Oui, alors effectivement, juste revenir alors à la fois sur très rapidement hein, sur le processus identitaire, peut-être répondre aux deux du coup en même temps. Il y a une chose qui m'étonne toujours et là je vais faire peut-être plus une réponse de parents en fait à ce niveau-là. C'est nous on a, enfin j'imagine que c'est la même chose ici en Belgique, une majorité à 18 ans. Donc du coup une autonomie, une responsabilité particulière à cet âge-là, et l'individu a de 0 à 18 ans aujourd'hui une somme d'injonctions phénoménales à assimiler, une compréhension du monde, de sa complexité, de la complexité des interactions qu'il y a aujourd'hui, politiques, géostratégiques, économiques, etc., etc., en plus de la complexité humaine, on va dire, la complexité du monde, la complexité des outils techniques qu'on a, la complexité des métiers, etc., etc. On voit sur les difficultés d'orientation et ainsi de suite, fait qu'effectivement, il y a une charge énorme qui repose sur les épaules des enfants et du coup de leurs parents et de toutes les personnes qui vont les accompagner dans ce parcours-là, et que effectivement on en revient à l'un des fondamentaux qui sont les émotions, et d'où l'idée effectivement qu'on a nous de dire remettons peut-être aussi au cœur du dispositif cette question des émotions. Nous, on constate aussi dans nos recherches ce qui est appelé, c'est pas nous qui avons donné ce mot-là, un tournant affectif, c'est-à-dire que dans les sciences notamment, mais également dans certaines activités artistiques et culturelles, il y a eu un tournant affectif dans les années 70-80 à peu près, initié par Ekman par exemple, ou Damasio et d'autres chercheurs comme ça, qui ont remis au cœur de la pensée le rôle des émotions.
dans les théories économiques, par exemple, avec Kahneman ou Thaler, etc., etc. Donc il y a une forme de tournant affectif, de réintérêt pour les émotions, et qui fait qu'effectivement, je ne sais pas si ce tournant affectif, je suis ignorant à la matière, je ne sais pas si ce tournant affectif a eu lieu aussi et quelle forme il a pris au niveau de l'éducation. Moi, pour rebondir de manière un peu plus anarchique sur tout ce qui a été dit, non, c'est intéressant avec par rapport à évidemment qu'il faut accompagner les usages et pas imposer. C'est d'ailleurs ce qui est malheureusement fait souvent, c'est qu'on impose. Nous, par exemple, en France, on a une particularité. Moi, je m'étais soulevé contre ça il y a quelques années sur les questions de réputation et d'usage du numérique. Nous, en France, c'est la gendarmerie qui vient expliquer ça aux enfants. Donc, c'est des gendarmes qui viennent expliquer comment utiliser Internet, et des gendarmes sponsorisés par une assurance chez nous. Donc c'est un peu pour vous donner l'idée, mais bon, ça c'est l'ère néolibérale où on va d'un côté privatiser tout en étant, enfin c'est une particularité aussi par chez nous, enfin en Europe, j'entends, de l'Ouest. Donc là, évidemment, vous vous doutez bien que quand c'est des gendarmes qui viennent, et moi pour travailler d'ailleurs sur d'autres sujets avec la gendarmerie, je dis pas qu'ils sont incompétents, mais ils ont un angle qui est assez clair. C'est comme de la sécurité routière, c'est de la sécurité routière numérique. Et c'est intéressant parce qu'on tient toujours un décalage entre ce que les jeunes font et ce qu'eux attendent. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même des problématiques qui sont des problématiques difficilement quantifiables, que nous, on a identifiées dans notre livre, qu'on n'a pas creusé, comme celle du cyberharcèlement, par exemple. C'est-à-dire qu'à donner des outils qui permettent d'affecter les autres, on ne les affecte pas que positivement, on les affecte négativement. Et bien sûr, le cyberharcèlement ne touche pas que les jeunes, hein, ça touche les 0-35 ans, effectivement, et au-delà, parce que peut-être aussi, on a eu toujours cette représentation des affects et des émotions par le corps. Donc on a toujours cette idée que pour comprendre l'effet que j'ai sur les autres émotionnellement, il faut que je vois leur corps, il faut que je vois leurs réactions, leurs mouvements, ou entendre leurs paroles, enfin qu'il y ait quelque chose d'organique entre guillemets dans cette relation qui n'existe plus quand on a une interface numérique. Du coup, apprendre à développer des relations sociales, pas seulement, mais en partie via ce type d'interface, c'est ni bon ni mauvais, comme je disais tout à l'heure, c'est différent, c'est un agencement particulier, mais qui, dans le négatif, efface toute cette relation corporelle, organique, psychique. Alors, je n'oserais pas aller jusque-là, je ne maîtrise pas trop ce vocabulaire, mais qu'on a l'habitude, entre guillemets, en interaction en face à face ou dans des groupes, et qu'on perd là. Et du coup, la question de l'accompagnement vers ça, moi, me semble effectivement nécessaire d'être fait, donc toujours avec cette idée de collectif, voire même, on parlait un moment de guérilla émotionnelle, mais d'apprendre, moi je suis un peu le révolutionnaire là, du duo, des questions de sabotage, comment collectivement on peut dire à des jeunes, collectivement vous allez pouvoir influer même à un niveau très micro sur ces plateformes, vous allez pouvoir influer sur l'environnement dans lequel vous êtes et pas seulement sur vous-même ou sur les autres. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que en discussion avec vos amis, avec vos contacts, vous pouvez aussi agir collectivement sur la plateforme dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît nécessaire, encore une fois, de réintroduire du collectif, d'accompagner les usages, mais quand même arriver à un moment à expliquer quelle est la distinction entre ce que leur donne leur cadre familial et encore scolaire au quotidien, qui est très dans le rapprochement, dans le contact, dans la parole, etc. Et la différence avec ce qu'ils utilisent. Et ça, pour rebondir aussi encore sur le côté de quantification, c'est effectivement pas nouveau, mais c'est aussi à la fois un biais de ce qu'on utilise, c'est-à-dire que tout est quantifié et tout devient évaluable par les plateformes, mais c'est aussi un levier d'action pour l'éducation aux médias, puisque c'est quelque chose on peut arriver à s'emparer de cette quantification. Moi, par exemple, ça fait longtemps que je plaide non pas pour un droit à l'oubli, alors je pense que c'est européen, donc vous avez ça aussi ici, hein, c'est-à-dire que on doit pouvoir effacer vos traces. Alors d'un moteur de recherche, l'Europe a donné encore des capacités parajudiciaires à Google, donc c'est magnifique ça aussi, mais moi je pense qu'il faut plutôt un droit au calcul, c'est-à-dire qu'en gros la question c'est pas de dire seulement est-ce que je peux effacer mes traces si j'en ressens le besoin, etc. C'est est-ce que je peux comprendre comment elles sont utilisées ces traces, et à partir du moment où je peux comprendre comment elles sont utilisées, je peux m'en servir
non pas pour seulement les éviter, mais comme un outil. Moi, j'ai envie de dire, voilà, l'idée, c'est de dire, on va s'en servir pour un outil, pour agir, pas seulement sur les autres, parce que ça, ils savent le faire, les jeunes, entre guillemets. Les enfants, enfin, moi, je vois, mes enfants sont trop petits encore pour toucher à ça, mais dans d'autres, quand j'ai pu intervenir dans différents endroits, il y a 2 ans, je fais pas mal dans des lycées ou autres, c'est de voir, en fait, que ces outils de quantification sont un outil qui sert à agir sur le social, à agir sur les autres. On peut leur expliquer que c'est aussi un outil qui permet d'agir sur leur environnement. Donc c'est toujours arriver à braconner, à leur dire que leurs usages ne sont pas mauvais en soi. C'est peut-être la destination des usages qui n'est pas forcément la bonne parce qu'elle s'inscrit dans un système économique dans lequel ils n'ont peut-être pas conscience et vers lesquels il faudrait peut-être aujourd'hui réfléchir, j'ai pas de réponse, à la manière d'arriver à apporter, de dire voilà à quoi vous participez. Quand vous utilisez ces outils, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste vous dire est-ce que vous avez conscience de la puissance qu'on vous donne, en fait. Peut-être ça, vous avez conscience de la puissance qu'on vous donne, et à partir du moment où vous êtes conscient de la puissance qu'on vous donne, à vous de décider collectivement comment vous allez l'utiliser pour agir sur telle ou telle chose. Et pour continuer sur les mouvements sociaux, je ne sais pas si c'est en Belgique, mais nous on le voit avec les lycéens, enfin actuellement ce qui se passe avec les lycéens chez nous aussi, je ne sais pas si c'est aussi chez vous aussi, mais nous ce qui se passe avec les lycéens, c'est très fort, c'est très violent. Enfin, ils subissent une répression qui est juste incroyable pour un pays démocratique. C'est très violent, mais encore une fois, ça leur montre cette capacité d'agir en commun, de créer des symboles communs. Et que ce qui s'est passé, vous avez peut-être vu ça aussi chez vous, avec un lycée, on les a mis comme si c'était des détenus de Guantanamo au sol, etc. On a cette force, il y a cette idée, voilà, ils s'aperçoivent qu'ils ont des outils pour agir collectivement, et c'est peut-être continuer dans cette voie-là sur le numérique, alors dire voilà, vous avez cette même force d'agir en ligne, et elle ne consiste pas qu'à agir sur les autres comme on le fait dans les groupes d'adolescents, qu'on a l'habitude de le faire avec ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, etc., mais qui vous permet voilà, d'agir sur les outils. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'éducation aux médias, et c'est purement personnel, c'est de réfléchir à ces moyens de construire, d'amener à construire des actions collectives qui permettent de retourner un peu la destination de ces plateformes pour maintenir un équilibre à la fois personnel, se protéger parfois des autres, et un équilibre aussi, j'allais dire, commun pour agir sur l'environnement et pour même que ce soit à un niveau de conscience politique, peut-être pour les plus âgés, et d'autres formes pour les plus jeunes. Voilà, en gros. Est-ce que vous voyez des obstacles à ce type de démarche? Non. Il y a quand même énormément de concepts qu'on mobilise ici, une très grande complexité technologique. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un univers, un monde entre le vécu quotidien d'un jeune lambda, entre guillemets, et tout ce qu'on est en train de dire ici c'est juste pour rebondir, c'est juste que quand vous dites l'ordinaire, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant ces technologies sont ordinaires. Nous, on les modélise à un niveau tellement un peu plus abstrait, mais sinon on ne serait pas des chercheurs. Ce ne serait pas intéressant si on n'était pas un peu stratosphérique aussi par rapport à plein de choses. Mais c'est vrai que c'est justement ça ce paradoxe, c'est qu'on est dans des technologies ordinaires. Il y a encore 10-15 ans, on aurait pu dire ouh, ces choses-là, c'est particulier. Non, et c'est ça qui fait leur force commerciale, c'est qu'elles sont dans notre quotidien. Je veux dire, même nous, on utilise des plateformes qu'on peut critiquer. La question, vous voyez, c'est effectivement, juste pour dire que c'est ça, c'est de cet ordinaire-là qui est à la fois une difficulté et un levier. Ben, dans les obstacles, mais je vais prendre peut-être un exemple très concret. L'an passé, on faisait une animation qui s'appelait Jump into the Future, où on était avec des jeunes de 5e réto, donc ce qui correspond plus ou moins à la terminale chez vous et l'année d'avant la terminale. Et on demandait aux adolescents là, de positionner différents réseaux sociaux sur un graphe à 2 axes qui allait de la passivité à l'activité. Et sachant que pour l'axe passif-actif, en fait, à la base, on avait mis engagé. Dans le sens, on l'avait vraiment vu comme un engagement citoyen. C'est peut-être là le plus gros obstacle, c'est que de nos expériences jusqu'à présent, l'engagement au sens politique du terme n'est pas spécialement présent chez une majorité des jeunes qu'on a. Alors, je ne peux pas faire de généralité, c'est vraiment... Chez nos étudiants, et pourtant c'est du 20-24 ans, c'est aussi, alors après on est par des milieux particuliers, etc. toujours, hein, mais c'est quelque chose qui diminue de l'engagement politique, c'est plus une majorité de très loin. Enfin,
Et du coup, même l'engagement était vu au sens l'engagement sur les réseaux. C'est-à-dire que... Et donc, voilà, déjà, on a dû remettre un peu les choses à plat à ce niveau-là. Et ben, nous, en tant qu'association d'éducation aux médias, on n'est pas là pour faire une éducation à la politique, du moins pas en premier lieu. On pense que les médias peuvent être un vecteur pour ça. Et du coup, par contre, ce sur quoi on peut agir, c'est d'aider les jeunes à comprendre leur environnement médiatique et ensuite à l'utiliser pour exprimer, pour reprendre un peu les termes spinozistes, leur puissance d'agir, la leur qui leur est propre et pas celle qui est plus ou moins proposée de façon tellement bien designée par les plateformes que la proposition devient quasiment le seul moyen d'action. Et donc, on a vraiment deux terrains pour ça. Concrètement, on travaillait déjà depuis longtemps l'utilisation des médias dans une idée vraiment de créativité des jeunes et de détournement des dispositifs. Donc là où finalement, actuellement, on court-circuite un petit peu nos affects, mais nous, on va essayer de court-circuiter ces dispositifs qui nous court-circuitent. Donc on va, exemple très concret, on va prendre Snapchat pour créer des films de fiction. Qui ne sont pas spécialement dans la mise en scène de ça. Pour la partie comprendre, là, on a beaucoup développé ça ces derniers temps. C'est plus récent. Il y a vraiment une prise de conscience de l'impact, notamment des algorithmes dans la vie de tous les jours. Alors, d'abord, au quotidien, les animations qu'on fait le plus souvent, en termes de nombre, c'est on va dans des classes d'élèves de 10 à 13 ans, plus ou moins. C'est là qu'on a le plus de public. Et on questionne vraiment avec eux le modèle économique. Donc, déjà, demander, tiens, est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez jamais dû payer pour aller sur une plateforme et pourtant, notre ami Mark Zuckerberg, il peut proposer des milliards d'euros pour le rachat de Snapchat. Quelle perception ils ont à cet âge-là? Alors, ça dépend. Il y en a qui savent très clairement dire la pub et puis faire le lien. Parfois, ils savent que c'est la pub, les placements de produits, comme YouTube parle beaucoup. En fait, YouTube parle beaucoup de YouTube et du coup, le placement de produits, ils connaissent pas mal parce que les YouTubeurs et YouTubeuses en parlent. Mais ils font pas toujours le lien concret entre les données personnelles, la publicité, le ciblage et comment leurs données peuvent être monétisées d'une certaine façon. Et on a quand même encore des élèves, même en secondaire, qui vont dire c'est quand on paye notre abonnement Internet. Et c'est pour ça que ça va... Donc, c'est quand même un premier travail préparatoire qu'on fait régulièrement, sachant que c'est pas parce qu'ils arrivent, parce qu'on est vraiment dans une démarche participative et de réflexion commune, pour revenir aussi un peu à la façon de faire de l'éducation aux médias. Une fois qu'ils ont toutes ces données en main, si on leur demande est-ce que vous seriez prêt à payer, je sais pas moi, 25 € par an pour avoir accès à des plateformes, mais sans que vos données ne soient saisies, on a personne qui lève la main, qui serait d'accord de... Donc là, on est dans de la réflexion politique. Ils sont peut-être un peu jeunes pour mesurer ces enjeux-là. Moi, je vais faire le pessimiste et le fataliste. Moi, ça va faire 8-9 ans que je fais à peu près le même travail, alors plus chez des étudiants, parce que c'est systématique chez mes étudiants, de leur expliquer le fonctionnement, qui est un travail nécessaire. Ça, il n'y a aucune critique à faire là-dessus. Il faut expliquer le fonctionnement économique, pourquoi pas technique, avec bien sûr différents niveaux de complexité. Moi, j'ai l'impression que ça a de moins en... Enfin, les étudiants reçoivent ça avec une espèce de fatalisme, en disant de toute manière, aujourd'hui, c'est tellement inséré dans notre quotidien voilà ce que je disais tout à l'heure, hormis des petits gestes de protection, et on a toutes et tous un adblock, enfin oui, un bloqueur de publicité. Moi, chaque année, je demande à mes étudiants, mais 90% en ont. C'est drôle, parce que ceux qui n'en ont pas, ils disent c'est quoi, une fois qu'on leur a expliqué, ils le mettent dans les 10 minutes qui suivent sur leur machine. Mais j'ai la sensation que autant c'est nécessaire, et c'est peut-être bien du coup que ça descend, donc qu'on ne soit plus qu'au niveau universitaire, mais qu'on passe au niveau primaire, secondaire, enfin peu importe comment on appelle ça dans les pays, mais qu'on descende un peu pour expliquer ça, mais avec toujours... moi, mes étudiants me disent, ok, on va dire, and so what, maintenant on fait quoi? Maintenant que vous nous l'avez dit, on fait quoi? C'est soit vous nous donnez des petits outils, mais bon, les petits outils, c'est soit contraignant, ou c'est soit on les oublie, puis de toute façon, on est tellement habitués. Par exemple, nous,
on enseigne à une génération qui n'a utilisé que Google comme moteur de recherche. Moi, je donne des cours de veille et de recherche d'informations. C'est affolant, je n'ai des étudiants qui n'ont utilisé que Google. Et si vous voulez, pour eux, les résultats de Google sont des bons résultats. Alors, on a beau leur expliquer que, mais non, c'est populaire, ça n'a rien à voir, c'est pas pertinent. Si c'est pertinent, c'est que vous utilisez trop Google, tout simplement, etc. etc. Pour eux, en fait, c'est leur quotidien, ce n'est que ça. Donc, et du coup, c'est pour ça que je dis que la question, c'est, j'ai pas forcément de réponse là tout de suite. Moi, j'ai testé des choses avec mes étudiants depuis 2 ans. Je leur apprends un peu à faire du Google bombing, par exemple. Je leur montre comment positionner un résultat dans Google en moins de 2 jours, en créant des faux blogs qui font des liens, etc., etc. Comment modifier l'algorithme un peu de YouTube en étant à 50 avec une adresse IP. Enfin bon, avec des trucs assez techniques, mais qui leur montrent que ils peuvent agir sur le fonctionnement des plateformes, mais que, et c'est horrible ce que je veux dire, même c'est assez dérisoire ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en mettant beaucoup de travail, on peut y agir et c'est dérisoire. Et du coup, ça amène à des questions qui sont OK, mais si on ne peut pas agir dans les plateformes, on fait comment? Et là arrive, effectivement, on amène vers, mais je parle au niveau universitaire, hein, on amène vers des questions plus politiques, pas politiques au sens idéologique, politiques au sens de gouvernance. En disant, voilà quelle est la gouvernance de ces plateformes, voilà comment vous pouvez participer ou influer sur cette gouvernance, etc. Et c'est vrai que ça se frotte aussi à une autre question, parce qu'on parle beaucoup d'éducation aux médias, on pense aux enfants, il faut aussi penser aux adultes. Aux parents. Moi, j'ai mon anecdote préférée, c'est mon neveu. Mon neveu à qui je montre un clip de hip-hop de ma génération, donc d'il y a 20 ans, pour lui expliquer que c'était mieux avant. Enfin, vous voyez. Donc, je lui montre ça sur YouTube et il me dit, ah, tu te moques de moi, tonton, il n'a pas 20 ans ton clip, il a 3 ans. Je dis, mais il n'a pas... Enfin, quand même. Il me dit, mais si, regarde la date sur la vidéo YouTube. Et pour lui, qui a 11 ans, regarde YouTube quotidiennement, pour lui, la date de la vidéo YouTube est la date à laquelle a été tourner la vidéo. Et c'est là que donc déjà c'est inquiétant en termes d'éducation aux médias dans l'éducation nationale chez nous, c'est-à-dire qu'on a des gamins qui regardent continuellement. Mais ce qui est intéressant, moi, d'un point de vue de recherche, c'est de me demander où il a développé ce folklore et qu'est-ce qu'on peut faire de ce folklore, parce qu'on crée tous des folklores autour des technologies, on imagine tous que ça fonctionne et peu importe l'âge. Je suis sûr que si vous n'êtes jamais demandé pourquoi Facebook vous présentait tel ou tel résultat, vous allez peut-être avoir ce qu'on appelle une forme de folklore pour dire je pense que ça fonctionne comme ça parce que je l'ai lu mais je me souviens plus où, parce que j'ai vu et j'ai testé, etc., etc. Et du coup, quand on interroge ce folklore, en tout cas, moi, dans mon épiphénomène anecdotique, ça venait des parents. Qui, quand ils avaient posé la question, qui avaient cherché cette explication en disant, eh bien, en fait, ça nous paraît évident que ça peut être ça, qu'il y a du live, etc., etc. Et du coup, c'est peut-être ça aussi la complexité. Alors, ce que je fais, c'est que de l'analyse hors sol, mais c'est peut-être ça la complexité de se dire, au final, les enfants, des fois, éduquent les parents aux médias, aux nouveaux médias. Les parents éduquent dans leur sens, mais qui, en fait, pose un cadre, qui va amener un cadre là-dessus. Et c'est intéressant de voir que la résurgence est arrivée, en tout cas nous en France, avec la question des rumeurs, des fameuses fake news, etc. On s'est aperçu qu'en fait, peu importe l'âge, on pouvait tous se laisser intoxiquer. Pour travailler sur ces questions-là, l'intoxication, en fait, elle est parfois ni une question de classe sociale. Là, en ce moment, avec des étudiants, on travaille beaucoup sur les vaccins. Moi, je connais des personnes avec un doctorat qui vont vous expliquer que les vaccins, c'est dangereux et qu'il ne faut pas se faire vacciner, avec un doctorat et des personnes, etc. Donc, ça transcende les classes sociales, les âges, les niveaux culturels, les niveaux d'éducation, etc., etc. Et donc, c'est peut-être la difficulté, c'est de se dire, il faut agir de manière micro sur certains points, c'est nécessaire ce que vous faites, mais voilà, il le faut, il faut pas, voilà. Et comment on fait au niveau un peu plus macro, un peu plus large, parce que c'est quelque chose qui est totalement imbriqué, et le numérique fait un peu exploser cette idée qu'on était tous responsables face aux médias, qu'il y avait, on pouvait réfléchir, etc. Donc on s'aperçoit que, je dis pas, c'est pas la défaite absolue, mais on s'aperçoit qu'en fait, peu importe les sujets, on peut tous se laisser avoir, on a tous des croyances, on a tous une incompréhension, et même moi je me place dedans alors que c'est pourtant mon job, une incompréhension de certains phénomènes, et puis on arrive à des phénomènes psychologiques qui sont soit accentués ou pas par les plateformes de biais, d'effets Barnum, de tout ce qu'on veut sur ces questions-là, et c'est là où arrive la complexité. Moi, ça me fait réagir sur plein de choses. Il y avait beaucoup de choses qui ont été abordées. Vous parlez de complexité, et complexité, moi, ça m'amène aussi une réflexion que j'avais par rapport à l'effet qu'on présuppose des médias, des web, etc. C'est l'idée quand même que les professionnels qui travaillent sur ces questions-là, et dans leur champ en particulier, ont souvent tendance à surreprésenter ou à surévaluer l'impact de ça.
Et moi, je me dis toujours, enfin, je ne sais pas si c'est un concept qui vous est familier, mais la deuxième cybernétique, c'est-à-dire l'idée qu'il faut se mettre en position méta, parce que je ne suis pas qu'un observateur des usages, je les construis aussi. Voilà. Et donc, moi, quand je vous entends parler, quand je m'entends parler, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de construire comme réalité? Et c'est ça ce qui va chaque fois me chatouiller en tant qu'intervenant, c'est qu'est-ce que je vais transmettre comme message. Par exemple, dans mon champ d'activité, quand je parle de dépendance aux médias ou de jeux vidéo, bah, ça crée une réalité qui est quand même super anxiogène, voilà, donc j'évite de faire ce genre de choses. Mais quand je parle de modèle économique, quand je parle du fait qu'on se fait avoir, etc., qu'est-ce que ça induit? Voilà, l'idée qu'il faut travailler collectivement, ben voilà, moi je me pose un tas de questions. Et plutôt que de... Voilà, moi je suis quelqu'un de pragmatique et je pars du principe que j'essaye d'agir l'éducation média à mon petit niveau. Et comment j'agis à mon petit niveau? Dans le même cadre que dans un cadre thérapeutique, c'est-à-dire par une stratégie des petits pas. Voilà. Et je trouve que cette stratégie des petits pas, qui s'assoit dans le bas familial, qui s'assoit dans le bas éducatif, qui s'assoit dans le bas de l'enseignement, elle est tout aussi fonctionnelle et complémentaire d'une approche collective. Et je pense qu'il serait malhabile, à mon sens, de mélanger ces deux niveaux, parce que l'engagement collectif, citoyen, politique, voilà, c'est un niveau. Mais pour le jeune qui est derrière son écran, je pense que ça doit se faire en parallèle et un peu après, ou ça ne doit pas être le cœur de qu'est-ce que moi, au final, j'y trouve et quel est le sens de mon usage. Voilà. Mais ce qui n'enlève rien à la pertinence du propos, mais c'est plutôt de dire fort bien, on voit que mes émotions sont utilisées, on voit que j'ai pas le pouvoir économique dedans, mais moi, qu'est-ce que j'y trouve dedans? Parce que si on fait pas ce travail-là d'aller chercher ce que les jeunes y trouvent dedans, ce que les familles trouvent dedans, on pourra avoir tous les discours les plus instruits, les plus critiques qu'on veut, ça va quand même pas passer. Et ça, c'est peut-être ma formation de thérapeute qui me le fait passer, c'est que j'ai beau avoir plein d'idées sur ce qui va pas bien, sur ce qui va dans les familles en face de moi, ça change rien, et tout le monde s'en fout de ce que je pense. L'important, c'est comment les gens en face vont utiliser de manière créative des ressources qui leur sont propres pour aller mieux, ou en tout cas pour avoir une utilisation progressive et positive des médias. Et donc moi, je pars du principe que les familles, c'est le premier vecteur de transmission et d'éducation média. Les familles et les personnes vont construire une théorie médiatique, voilà, avec tout un faisceau de représentation, mais aussi, j'aime bien de le formuler là, une théorie médiatique, parce que c'est une théorie médiatique qui est valable pour ces familles-là. Et donc, il ne serait pas, pour moi, utile de venir en disant « votre théorie médiatique, elle est tronquée ». En tout cas, regardez comment vous l'utilisez mal, mais plutôt partons de ce que vous faites, parce que ça a du sens, et essayons de voir en quoi on peut l'améliorer. Voilà. Et si tout le monde utilise Google, moi aussi j'utilise Google, je suis coupable, hein, j'utilise les tablettes de la loi, les 10 premières réponses, voilà, et puis après je vais un peu chercher si je je trouve pas ma recette de cuisine. Voilà. Mais partons de là pour voir un peu quel sens ça fait. Donc il faudrait pas qu'on se retrouve, nous, intervenants de terrain, à reprocher aux gens et surtout aux jeunes leur méconnaissance des dispositifs comme étant un manque de maturité. C'est naturel pour moi qu'un adolescent se plante, ne savent pas très bien et des maladresses et pas les compétences techniques ou se fassent avoir par un faux article Wikipédia créé par son prof. C'est toujours un exemple qu'on nous cite. Ce que je trouve d'une malhonnêteté intellectuelle grave. Hein. Pour moi, la responsabilité, elle est chez l'adulte. Voilà. Et la responsabilité, c'est d'être bienveillant envers les jeunes. Bienveillant dans le fait qu'ils n'ont pas notre maîtrise technique. Et aussi qu'on a notre supposée maîtrise technique. Voilà. Il y a des flux ascendants. Ça, c'est un collègue à moi, Pascal Minotte, qui parle de ça. Les réseaux sociaux, les nouvelles façons de conceptualiser le savoir et le savoir-faire nous amènent à être au même niveau que les jeunes. Voilà. Je ne sais pas plus que toi comment utiliser Facebook, mais on va faire ensemble. C'est plutôt là l'enjeu de l'éducation aux médias pour moi et l'éducation de la transmission aux familles. Plutôt que de partir du sachant à l'apprenant, hein, un peu cette position du maître sur l'estrade, comme ici. Voilà. C'est joli. Hein. Mais plutôt de dire... En face, il y a du savoir, il y a du savoir-faire, il y a des erreurs, il y a de la maladresse, et c'est ça qu'il faut travailler. Et donc, le travail de l'émotion, pour moi, il n'est pas tellement au service de comment se protéger de cette manipulation médiatique, justement, mais pour voir en quoi ça interroge ce qui fait sens chez moi, utilisateur lambda, et en quoi j'ai, à mon petit niveau, un petit pouvoir. Parce que ce petit pouvoir associé, ça fait que les gens déboulent dans la rue. Voilà. Et je ne pense pas que les usages numériques soient en dehors des contextes qui les nourrissent et des valeurs sociétales, des valeurs familiales. Je trouverais que si c'était le cas, ce serait dangereux. Ça veut dire qu'il y aurait deux réalités, en fait. Et je ne pense pas que ce soit le message ici. Je crois qu'on va me jeter des briques si je dis ça ici. Je pense que les usages médiatiques sont dans un tissu très quotidien, très plan-plan. Et c'est là-dessus qu'est leur force. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, je crois qu'il y a une citation de Caselli qui dit que l'adieu au corps n'a jamais eu lieu. Parce que, exactement... les réseaux sociaux nous rappellent
quotidiennement à notre corps, à notre présence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tous des smartphones. Et c'est là-dedans que ça doit se créer le tissu d'éducation média et vers des usages positifs. Alors, c'est quoi des usages positifs? Alors là, c'est la question à je ne sais pas combien de billions de dollars. Voilà, il n'y a qu'à trouver. Mais concrètement, ça va dépendre de la famille, du contexte. Et je pense que ça va être, sans être dans une approche ni culturaliste, ni individualisante, mais c'est plutôt dans une approche systémique. C'est dans quel système d'appartenance, dans quel contexte se déploient ces usages-là. Et c'est là-dessus qu'on peut opérer. Et c'est pour ça que l'éducation aux médias telle que le fait la CMJ, peut-être qu'aux États-Unis, ça aurait moins de sens, parce que c'est peut-être pas le même contexte. Et inversement, voilà. Et c'est vraiment dans la pluridisciplinarité, pour utiliser un mot un peu bateau, voilà, que ça s'installe. Et donc, cette logique de connaissance de soi-même, d'éveil émotionnel, voilà, d'intimité, d'extimité, tout ça, c'est important, au même titre que les valeurs économiques et les modèles qui sous-tendent les entreprises. Mais l'un n'empêche pas l'autre, voilà, pour moi. C'est complémentaire. Et je crois qu'il faut vraiment appuyer là-dessus, parce que sinon, ça voudrait dire que ce n'est pas dans notre responsabilité au quotidien. Alors, ce que je propose, c'est que le temps avançant, qu'on s'ouvre aux questions et aux réactions, enfin, aux écoutes de la salle ici. Peut-être juste pour clôturer par rapport à ce qui a été dit, je pense vraiment que les deux approches sont complémentaires. Et en fait, nous, de notre côté, on fait les deux à la fois. Et dépendamment aussi des demandes qu'on a, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a les réalités de terrain. Mais du coup, je pense que ce qu'on peut tout à fait faire, et c'est ça qui va peut-être construire aussi une conscience politique, c'est de comprendre les enjeux techniques, économiques qu'il y a derrière, mais pas de façon descendante. Et c'est pour ça que je reprenais le micro, parce que j'avais quand même envie de parler d'une animation qu'on a développée récemment avec le CRIDS, le Centre de recherche, information, droit et société à l'UNAMUR, qui montre qu'il y a parfois des collaborations entre le monde académique et le terrain. Et c'est une animation qu'on a appelée « Dans la peau d'un algorithme ». C'est ça. Et du coup, en fait, on met une classe complète dans la peau d'abord des ingénieurs et ingénieuses de YouTube. Et puis ensuite, une fois qu'ils écrivent leur formule, leur algorithme de recommandation de vidéos, ils se transforment en algorithme, en exécutants et exécutantes de ces formules. Ils travaillent sur des données, on leur fait recommander des clips vidéo avec des références qui leur parlent plus ou moins. Ça va de Joule à André Rieu. Et sur cette base, ils travaillent en sous-groupe sur des types de données différentes et ils doivent recommander pour des personas précises. Alors en fait, cette animation, on a de super bons retours pour le moment, parce qu'en 1h40, au-delà de faire de la théorie, on a le temps, ils comprennent c'est quoi un algorithme, quel impact ça a sur leur quotidien, qu'est-ce qui fait que telle vidéo va leur arriver plutôt qu'une autre, et donc de quelle façon ils sont peut-être enfermés dans certaines choses alors qu'ils ne l'ont pas spécialement décidé. Et ça permet d'ouvrir la réflexion ensuite, vraiment d'ouvrir le côté critique et ensemble avec qu'est-ce que vous imagineriez comme autre type de recommandation culturelle qui soit exécutée par un algorithme ou qui soit humain, et quels sont les problèmes qu'on peut trouver derrière. Et après ça, on peut étendre à l'information qu'on reçoit sur Internet, que ce soit l'algorithme de Google, les algorithmes de Facebook. Et du coup, voilà, ça, c'est, pour moi, c'est une façon concrète de lier des usages et de partir de leurs pratiques, mais pour pousser la réflexion plus loin et imaginer que, je pense que les deux dimensions, effectivement, ne doivent pas elles ne sont pas antinomiques, mais qu'il faut d'abord un début de conscience du problème et de conscience politique avant de porter ça à un autre niveau, à un niveau où on veut une intervention politique sur ces plateformes. Dit autrement, c'est une forme d'empathie avec les algorithmes, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut apprendre à savoir comment ça fonctionne pour après, effectivement, avoir une capacité critique par rapport à eux. Tout à fait. Ils perdent toute empathie au terme de la chose parce qu'ils se transforment eux-mêmes en petits terroristes pratiques en se séparant les tâches sans qu'on leur demande.
Juste une parenthèse, que moi aussi je fais ça depuis des années, notamment je fais travailler avec Scratch pour leur faire monter leurs propres algorithmes, etc., etc. Sauf que nous, je ne sais pas si ça marche en Belgique, nous maintenant, Google intervient dans les universités françaises. Les universités françaises délèguent à Google l'éducation au numérique. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis toujours que c'est pas la concurrence des discours, c'est pas dire votre discours familial est mauvais, le discours de machin est mauvais. C'est que nous, on est dans une médiation où moi, depuis des années, je leur fais faire ça, etc. Et je vois très bien ce qu'a fait Antoinette dans son programme ou autre. C'est de dire on se fait rattraper par des discours dominants. Et quand vous avez des gens qui utilisent Google au quotidien, que ensuite vous avez Google qui vient dans l'université leur dire comment ça fonctionne, et que vous avez l'enseignant derrière qui dit mais oui, on va faire des algorithmes ensemble, etc., etc. Vous avez un très bon livre qui vient de sortir sur le numérique, l'internet des familles modestes, par Dominique Pasquier en France. Je vous invite vraiment à le lire parce que c'est justement aller voir les familles les plus modestes qui ont une utilisation, on va dire, la plus simple d'internet, etc. On arrive quand même dans une concurrence des discours où moi j'ai la sensation en tant qu'enseignant, mais je me le pense en tant qu'enseignant, je ne gagnerai jamais. Parce que voilà, quand vous avez des gens qui sont sur Google toute la journée, Google vient dans l'université, ensuite leur expliquer comment marche le numérique, et nous c'est vraiment ça. Et puis on a des collègues qui sont vent debout en France parce que voilà, mais en même temps ça coûte pas. Ils viennent gratuitement faire des cours qui coûtent de l'argent à l'université. Donc fatalement, voilà. Nous on a réussi à l'empêcher dans notre université. Moi chaque année j'ai Microsoft qui a un stand dans mon université, Microsoft, pour expliquer aux étudiants comment utiliser les outils. Et quand moi j'arrive derrière en disant regardez, il y a des outils libres, regardez, je vais vous expliquer. Voilà. Et quand ils viennent me dire, mais moi, mes parents, de toute façon, dans leur entreprise, n'utilisent que Microsoft, etc., etc. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas, bien évidemment, il faut du petit pas, il faut les deux, mais à un moment, il faut, je pense aussi, vraiment prendre en considération la puissance de frappe, j'allais dire, pour dire un peu violemment, la puissance de frappe qu'il y a entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est éducation aux médias, il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de financement aussi d'ailleurs pour ces associations, et c'est une excellente chose. Mais en parallèle, ceux qui donnent à ces associations donnent aussi au lobby dans l'autre sens. Et donc c'est un moment aussi de se dire... une fois, et moi c'est une vraie question, et encore une question ouverte, hein. Quand je leur fais, moi je leur fais faire des crêpes avec, je parle en expliquant un algorithme, c'est comme des crêpes, et après on utilise Scratch, et après on utilise etc. Et on va essayer sur YouTube et tout ça. Moi j'ai pas fait ce test-là, mais il faudrait qu'un an plus tard, j'aille voir les mêmes étudiants en leur disant, ok, maintenant que vous avez enregistré cette chose-là, qu'est-ce qui vous reste réellement? Alors des fois, je vois qu'un an plus tard, en leur faisant faire des partiels, il leur reste pas grand-chose, mais ça c'est la mémoire, on est tous comme ça, d'un point de vue un peu plus théorique, mais d'un point de vue pratique, parce que je suis bien d'accord que je vais pas en faire des révolutionnaires du numérique en 20 heures de cours, ou ça c'est pas du tout un objectif rêvé, et puis je suis pas là de toute manière pour faire ça, c'est pas mon job à moi. Mais en tout cas, je me demande ce qui reste face à la puissance des discours, des pratiques, des choses qui est en face. Et c'est pour ça que ça devient un peu urgent et inquiétant. Il y a encore 5-6 ans, moi je vous aurais dit, ok, je fais mes cours sur numérique, comme mes étudiants, je leur expliquais comment marchaient les données personnelles, et leur disais, voilà, vous, qu'est-ce que vous partagez en ligne? Tiens, vous savez que ça a cette valeur-là. Ah non, on ne savait pas. Comment vous faites dans vos familles? Maintenant, aujourd'hui, je vais leur dire ça, et une semaine après, il y a Google qui va passer derrière. Je vais dire, mais non, vous inquiétez pas, tout ce que vous faites, c'est bon pour l'économie numérique, c'est l'avenir. Et puis regardez les chatbots, et puis l'intelligence artificielle, et nanana, et nanana, et vous rêvez de venir travailler chez nous, on le sait, etc., etc. Et moi, que suis-je à côté d'une boîte comme ça, qui vient, où j'ai des étudiants qui partent en stage, et qui me disent, ah, en stage, maintenant, on a Facebook at Work. C'est-à-dire qu'on travaille sur Facebook dans notre entreprise, parce que Facebook a développé ce genre de technologie. Waouh, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc en gros, tu es sur Facebook la journée, tu es sur Facebook dans ta famille, tu es sur Facebook au travail. Bon, je t'ai expliqué comment fonctionnait Facebook. Ah oui, bon, bah voilà, merci, maintenant je le sais. Bon, bah, et voilà. Et oui, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... attention, hein, c'est vraiment pas pour critiquer, je fais la même chose, je pousse la même chose. C'est juste que, voilà, c'est la concurrence des discours quand même qui nécessite aujourd'hui, je pense, urgemment d'être interrogé et de peut-être avoir des approches non pas surplombantes, bien évidemment, ça marche pas, et ça en tant qu'enseignant, je pense que, enfin, j'espère qu'arrivé à un certain stade, on s'en aperçoit. Le cours d'amphi classique, ça marche plus du tout, en tout cas. Mais c'est de se dire, voilà, à quel moment on peut être un peu plus radical, dans quelle forme, sans être condescendant ou surplombant, comment on peut être un peu plus radical. Et c'est une question, hein, c'est pas un peu plus radical pour dire, attention, quand même, en face de nous, on a des rouleaux compresseurs qui ont compris qu'ils devaient être partout, dans la famille, dans l'école,
au travail, dans tous les lieux de socialisation dont on a l'habitude, et qui ont compris que c'était en s'insinuant dans l'ordinaire qu'ils allaient être forts, là où nous, je nous mets tous dedans, on n'est que dans des moments précis hors contexte, que ça soit le cours, que ça soit peut-être la thérapie, que ça soit l'intervention dans l'éducation aux médias. Voilà, et donc ça reste une question ouverte, on peut en discuter tous ensemble, hein, mais... Voilà, c'est ce que je propose de faire. Donc, est-ce que quelqu'un aurait une remarque ou que voudrait injecter de la solution ou du problème dans la conversation? On est tout ouvert à toute solution. Des retours d'expérience. Oui, surtout des retours. Ouais, ça serait bien. Elle n'est pas du tout de solution, mais il y a quand même aussi d'autres phénomènes qui sont parallèles à l'économie digitale et à tout ce qu'on parle, enfin aux grandes entreprises comme Google aussi. C'est le fait que les usagers ont l'habitude aussi de partager de l'information. Et il y a un autre engagement aussi par rapport à ça. Et même s'il y a un phénomène aussi de concentration justement des informations qu'on reçoit, il y a aussi... j'ai oublié le nom de l'homme en question, mais il y a des théoriciens, justement, j'avais vu un truc par rapport à ça, justement, qui pensaient à une manière de rendre public, par exemple, des entreprises comme Google en tant que service public, du coup, et donc de changer l'impact qu'ils pourraient avoir sur nos vies. Et alors après, c'est un autre engagement politique aussi, c'est un autre regard par rapport à l'utilisation des moteurs de recherche de ce type-là, mais donc de redonner aux utilisateurs en fait la propriété de l'outil qu'ils utilisent, des outils comme... Ouais, alors, effectivement, il y a plein, on en parlait beaucoup il y a un an, on parlait de casser le monopole de Google, et effectivement l'un des problèmes parmi tous ceux auxquels on a affaire dans notre relation aux médias et dans le projet d'une éducation aux médias, c'est qu'on a affaire à des monopoles, en fait, que ce soit Google, Facebook, Amazon, encore plus. Et on est aujourd'hui... alors souvent, il y a des discours un peu ambivalents par rapport à ça. Ces outils faisant partie de notre quotidien, on devrait apprendre à habiter avec ces outils, et donc à faire avec ces outils et à s'habituer, vu qu'on habite ensemble, à s'habituer à ces outils et effectivement à les intégrer dans notre ordinaire de la même manière qu'on a intégré notre voiture avec un garage, nos placards avec des tiroirs, etc. etc. On a un rapport à ces entreprises qui fait qu'effectivement, on devrait, elles font partie de notre quotidien, bah ok, soyons fatalistes, intégrons-les dans notre quotidien. Et quand on regarde effectivement les logiques économiques, les logiques sociétales qui sont derrière, on a plutôt l'impression, pour l'instant, presque d'habiter chez eux, en fait. Donc, il y a des propositions là-dessus sur Google. Beaucoup, c'est une espèce de serpent de mer là, qui revient assez régulièrement. Donc, il faudrait casser le monopole de Google, notamment. On va peut-être bientôt, ou on devrait peut-être se poser la question sur Amazon, Facebook aussi, avec effectivement cette logique d'intégration des différents espaces sociaux dans lesquels on cohabite. Il y a là aussi des logiques de monopole qui sont inquiétantes. Et c'est là où effectivement on a une dualité dans les postures, c'est-à-dire que ça rejoint aussi un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure là, sur la démarche pas à pas. C'est qu'on a des temporalités qui sont très différentes là-dessus et la difficulté à intégrer ces deux temporalités. C'est-à-dire qu'on a une temporalité des entreprises contemporaines, notamment dans le numérique, qui sont en mode projet et qui avancent très très vite. Les améliorations des algorithmes, des programmes, des interfaces vont extrêmement vite. On a des mises à jour quasi quotidiennes là-dessus. On a des stratégies qui sont dorénavant pensées sur des cycles très courts. On a des stratégies à 6 mois, voire des stratégies à 1 an. En 6 mois, en 1 an, les règles du jeu de ces entreprises-là ont complètement changé. Et nous, le temps qu'on apprenne à habiter avec ces nouvelles règles-là, c'est extrêmement compliqué. Le temps pour le législateur d'intervenir est très long, et le temps que se transmettent des parents aux enfants la manière
d'habiter ou pas avec ces artefacts, les interfaces, les dispositifs, bientôt les robots, etc. etc. On est sur des questions de génération là-dessus. Donc on a des choses qui sont sur des cycles très courts. En une journée, j'ai une mise à jour. En 6 mois, j'ai une nouvelle stratégie. Et à côté, des générations qui doivent intervenir et qui doivent essayer d'expliquer de parents à enfants, d'enfants à parents, comment ces choses-là vont évoluer. Et alors effectivement, il y a cette logique du petit pas qui permet de réguler certaines choses, mais cette logique du petit pas, elle ne va pas à la même vitesse que les grands pas des géants que sont Facebook, Google et ainsi de suite. Et on a cette injonction à aller super vite. Aujourd'hui, on est dans l'immédiateté et on voudrait que cette immédiateté soit aussi l'immédiateté du législateur et l'immédiateté de l'éducateur qui soit capable tout de suite. Et on voudrait que, effectivement, notre discours de pédagogue ait un effet immédiat auprès de nos apprenants ou en tant que parents auprès de nos enfants ou en tant que législateur auprès de nos citoyens, etc. etc. Et c'est là où on a peut-être une autre réalité, parce qu'on a un autre espace-temps qui est celui de ces entreprises-là. Et là, on a une vraie difficulté à organiser l'action entre des temporalités et des espaces-temps qui sont très très différents. Alors, juste une petite réponse. Moi, je vois 2 choses positives quand même, hein, parce que c'est un peu effrayant tout ce qu'on discute et on peut se sentir vite dépossédé. Hein. Je vais rentrer chez moi, vivre dans la forêt, ne plus me connecter. Mais même dans la forêt, il y a des points Wi-Fi maintenant, je parie. Voilà. Mais c'est que vous parlez de temporalité, mais le cerveau humain, c'est quand même plus ou moins le même depuis 10 000 ans, hein, enfin, voire plus. Hein, donc on est quand même les mêmes chasseurs-cueilleurs, peu ou prou. Voilà, on est peut-être un peu plus sapé et on cueille un peu moins. Donc pour moi, il y a quand même un effet de plafond qui ne manquera pas d'arriver dans la mesure où nos capacités d'interaction, les attentes qu'on a en tant qu'être humain sont toujours les mêmes. Et l'accélération de l'entreprise ne pourra pas aller plus loin que nos possibilités cérébrales. Je veux dire, tant qu'on n'est pas dans Cyberpunk ou dans Blade Runner, on reste quand même des humains. Donc, il va y avoir un effet de saturation, même si ça va très vite au niveau de législation. Et puis, il y a une petite pierre à amener dans la solution à proposer, c'est et on en a parlé l'air de rien tous aujourd'hui, c'est l'idée que au final l'objet, l'artefact, c'est important, mais c'est surtout vers qui on adresse les compétences sur cet artefact-là. Et j'ai l'impression que on s'échine beaucoup, tous et moi y compris, à centrer ça sur le jeune ou les en devenir, alors qu'il me semble, et c'est ce qu'on fait tous ici, c'est surtout les adultes, voilà, qu'il faut former, c'est un vilain mot, mais en tout cas sensibiliser sur ces questions-là, et que beaucoup d'énergie d'éducation média, pour moi, et de soutien à la parentalité, tout ce qu'on veut, c'est plutôt ça l'axe qui à déterminer, dans l'idée que, il faut accepter de vieillir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire accepter d'être dépassé, et que, en tout cas, c'est ce que moi je travaille avec les familles, c'est que quand j'accepte d'être dépassé, la compétence technique, évidemment, je vais te larguer, évidemment, ça va faire des couacs, mais c'est pas ça qui va maintenir ma qualité interactionnelle et surtout les mises en garde et la protection de moi, parce que mes usages numériques, comme je radote, sont installés dans un certain cadre de valeurs et de référentiels communs que je partage surtout avec ma famille, et que c'est là-dedans qu'elles vont se déployer. Et donc je pense que là, il y a des choses quand même, on peut évidemment acter, mais c'est clair que face au mastodonte législatif, voilà, il y a aussi ça à militer pour, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, c'est juste qu'il nous reste 10 petites minutes, donc je pense qu'il faut donner la parole et peut-être maintenant faire circuler le micro et puis après vous demander de réagir sur l'ensemble des réactions qu'on aura eues. Voilà. Bonjour, je voulais réagir sur la présence des entreprises dans les universités. Je crois que c'est un constat qui est fait par beaucoup de chercheurs dans plein d'unifs. Et donc, je me demandais, tiens, est-ce que ce ne serait pas justement à tous ces penseurs, tous ces chercheurs, de mettre un gilet jaune et d'être présents dans la lutte, en fait. Et qu'il faut que ça bouge et que c'est la place des personnes qui savent de le faire. Bonjour. J'ai toujours pensé en fait que la seule façon en fait de résister à tout ça, c'était peut-être d'amener une résistance radicale. Et donc je la vis, c'est-à-dire que j'ai jamais été sur Facebook. Je pense que Google, Facebook et Twitter, et c'est pas seulement que je le pense, c'est qu'en fait, pour savoir à quel point ils peuvent être dans la malfaisance, il faut voir comment ils s'acoquinent avec les dictatures, les différentes dictatures. Donc en fait, leurs algorithmes, ils les adaptent très très bien pour des systèmes dictatoriaux.
Donc imaginez ce qu'ils font avec les démocraties. Donc je pense que en fait, la question que je voudrais poser, est-ce qu'il y a moyen de penser à la radicalité extrême? C'est-à-dire de dire, voilà, on ne joue pas du tout le jeu. Moi, je m'en porte très très bien, hein, je dois dire. Donc voilà, donc j'ai jamais été dans Facebook, j'ai pas de smartphone. Pourquoi? Parce que d'emblée, il y a une vingtaine d'années, j'ai senti tout ce qui allait se jouer là. Et en général, je suis tout seul. Hein. Dans des débats comme ça, ben, on me regarde comme une sorte de dinosaure. Mais je tiens à le dire. Je tiens à le dire parce que ça ouvre peut-être une autre perspective. Parce que ce qui est terrible, en fait, ce qui me paraît absolument effrayant dans tout ça, c'est qu'en fait, comme vous dites, hein, on est un peu fataliste et on finit par se dire, ben, on le pense à l'intérieur. C'est-à-dire comment accommoder, comment résister à l'intérieur. Alors que c'est très simple. Si demain tout le monde décide de ne plus jouer le jeu de Facebook ou de Google, c'en est fini de ces boîtes, hein, directement. Et après, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est essayer de redéfinir d'autres solutions, des solutions qui seraient par exemple des solutions publiques, etc. Voilà. J'ai peut-être été un peu véhément, mais ça me porte. Voilà, ben, je vous rassure, moi non plus. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas de smartphone et c'est aussi volontaire. Mais ça ne m'empêche pas d'utiliser Google ni Internet. Ce que je voulais dire, une solution dans ce que vous avez parlé du web émotif et tout ça, est-ce que ce ne serait pas plutôt recentrer les gens sur leurs vraies émotions, sur ce qu'ils ressentent vraiment quand ils cliquent quelque chose, qu'ils cliquent à bon escient en se connaissant eux-mêmes et pas en cliquant parce que le copain a cliqué aussi, parce que, je sais pas moi, je suis incitée par une manière ou d'une autre. Et il vaut mieux que les personnes se connaissent eux-mêmes d'abord avant de pouvoir utiliser à bon escient toutes ces techniques qui sont orientées pour nous faire aller par-ci ou par-là, alors que moi, je ne veux pas forcément le faire. Je vous rassure, moi non plus, je n'aime pas Facebook, j'ai tout ça. Et une des raisons, c'est parce que j'ai déjà, même parmi les gens qui ont Facebook, dès qu'ils connaissent le nom d'une personne, c'est quoi leur première réaction? Aller voir le profil, alors qu'ils n'oseraient même pas demander quelque chose à la personne alors qu'ils l'ont en face d'eux, quoi. Donc ça m'interpelle par rapport à la jeunesse, hein, et pas que de la jeunesse. Et en fait, j'aurais voulu savoir aussi, parce qu'on en parle de plus en plus du burn-out, dû à toutes ces utilisations de Facebook et Twitter et toutes ces utilisations-là, on n'en parle pas encore assez, mais on commence vraiment à en parler. Moi, il y a un mot qui m'intéresse beaucoup, c'est la politisation. Et je pense qu'à force de dire que les jeunes ne sont pas politiques, ils le sont encore moins. Et je pense qu'ils sont extrêmement politiques par les choix qu'ils font. Je pense que les jeunes de 20-24 ans sont déjà des vieux et qu'il faut se tourner vers la très très jeunesse. Et moi, j'ai des enfants qui ont entre 6 et 12 ans et je trouve qu'ils sont extrêmement politisés par un fait qui nous rattrape même beaucoup plus que Facebook et qui est évidemment l'écologie. Et je suis très partagée effectivement dans ces solutions qui sont des solutions globales et qui sont essentielles, et dans les solutions des petits pas. On a entendu Nicolas Hulot qui a quand même, de son point de vue de ministre, exprimé ça très très bien il y a quelques mois. Et je pense que la génération à venir sera beaucoup plus politisée parce qu'il y a cet effet nature. Voilà. En fait, je voulais rajouter aussi une sorte d'exclusion sociale que je vis justement du fait aussi que je ne suis pas sur Facebook, qu'il se passe plein de choses et les gens t'oublient si tu n'as pas Facebook, en fait. Et qu'ils ne t'invitent pas alors que tu fais partie de ses meilleurs amis peut-être, mais ils t'oublient si tu n'es pas sur Facebook. Mais allez, je voulais réagir parce que pour moi, c'est
très très difficile de vivre sans participer à Facebook ou à Google ou à ce type de médias. Enfin, en tout cas, même parfois, enfin maintenant Facebook publie aussi des offres d'emploi par exemple, et certaines entreprises publient leurs offres d'emploi sur Facebook plutôt, et il y a des interactions au travail par exemple. Au lieu d'avoir un mailing, on a un groupe WhatsApp, par exemple, et on transmet l'information au boulot via le groupe WhatsApp plutôt que par mail ou par téléphone. Mais, allez, d'un côté plus positif, je trouve aussi que, justement, pour les jeunes, il y a beaucoup de possibilités avec Internet de sortir de la manière traditionnelle de partager son avis politique ou de s'informer, ou même s'il y a tous les dangers, mais les dangers sont similaires dans d'autres médias. Et pour moi en tout cas, c'est pas une nouveauté, que ce soit en termes d'utilisation des émotions. Dans les journaux aussi, c'est similaire. Et le problème, il est plutôt au niveau de la transparence de ces entreprises-là. Et peut-être que, ça pourrait être une piste, en tout cas, d'imposer une certaine forme de transparence à des entreprises comme Facebook ou Google. Et ça a un impact aussi différent sur les gens, peut-être de savoir, ah oui, Facebook a vendu mes données à telle firme qui s'occupe de tel groupe politique, par exemple, pour leur campagne ou des choses comme ça. Et d'imposer ce type de législation-là sur ce type d'entreprise-là. Peut-être que ça a un impact réactionnel auprès du public est plus grand, peut-être. Je sais pas. C'est une réaction personnelle. Je trouve que Facebook se dit communautaire, mais tout compte fait, c'est très égoïste. Parce que on communique par des likes, par des qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et quand on se voit dans la rue, on se dit pas bonjour. Ou on ne sait pas quel... moi, je remarque beaucoup ça. Et ça m'interpelle très fort. Je me dis, le contact humain, c'est quand même la première chose essentielle. Et ça me perturbe, cette communication virtuelle. On va essayer de synthétiser. Nous avons académiciens, gilets jaunes. Quelle radicalité pouvoir prendre face à tout ce système qui nous a imposé? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'y opposer? Est-ce qu'il ne faut pas se reconnecter aux émotions véritables plutôt que de réfléchir à leur version numérique? Si je le traduis bien, mais certainement pas tout à fait. Quid du burn-out numérique? Quid de l'exclusion numérique, du fait de ne pas appartenir à ces réseaux? Quid de l'imposer une transparence, un peu sur le mode, plutôt que les nationaliser, les réguler, si j'entends bien? Et puis la question aussi du rapport plus politique, finalement, à une dimension plus écologique de tout ce rapport technologique, si je synthétise mal, mais un peu, ou pas. Voilà, donc je vous propose quand même d'essayer synthétiquement de réagir à ces différentes interpellations, parce que le temps nous est imparti, là. Donc voilà, servez-vous. Moi, je veux bien prendre l'écologie. Comme ça, je vais réunir plusieurs idées, mais rapidement, synthétiquement. Plutôt, quand je parlais d'engagement des jeunes, je ne dis pas que les jeunes ne sont plus politisés, mais par contre, ils ne se considèrent plus comme engagés et politisés. C'est peut-être là le mot politique est devenu un peu quelque chose de tabou, un gros mot et tout ça. C'est en train de bouger, j'ai l'impression. Par rapport à ça, justement, on peut tout à fait marier l'éducation aux médias avec d'autres discours politiques, et notamment le discours écologique. Nous, par exemple, on va faire cet été un stage intergénérationnel avec des jeunes et des personnes de la 3e génération qui vont créer ensemble des médias pour passer des messages par rapport justement à l'écologie. Donc voilà, on voit qu'il y a moyen de... Je reviens sur l'idée d'utiliser les médias pour s'exprimer et pour sortir peut-être de tout ce qu'on a vu comme limite et comme problème ensemble aujourd'hui. Je pense aussi, c'est pour ça que je voulais réagir sur l'écologie, je pense à un autre projet qu'on a et qui, je trouve, peut répondre peut-être à d'autres questions, parce que j'ai l'impression que l'éducation aux médias, ce qu'elle doit faire, et c'est vrai, il y a une urgence, mais c'est nous, pour les jeunes, parce que c'est le public qu'on touche, c'est construire une posture critique et réflexive qui, elle, on espère, ne se perdra pas à long terme, même si Google revient entre-temps faire une animation. Et là, un des projets qui est complètement
pilote qu'on teste, on l'a appelé Hack to the Future. Et l'idée, c'est d'utiliser le design fiction dans l'éducation aux médias. En très gros, les élèves ont fait ça avec des 3e primaires et avec des 5e secondaires et des rétos, sur le même principe. Ils vont imaginer une fiction, ils créent des objets d'un futur proche, probable, donc ils vont spéculer sur le futur en créant des prototypes d'objets technologiques qui en fait sont une porte d'entrée pour prendre un peu du recul par rapport aux technologies qu'on utilise aujourd'hui et pouvoir les critiquer. Alors, il y en a peut-être qui ont en tête la série Black Mirror, où ça nous permet de réfléchir les technologies. Notre idée, évidemment, c'est pas d'imaginer d'office un monde dystopique, mais en se disant, si on imagine le futur, si on anticipe avant les plans à 6 mois, à 1 an des grandes plateformes, si on anticipe peut-être à 10 ans et qu'on arrive à prendre du recul et à réfléchir sur les impacts sociétaux, les impacts individuels, les impacts au sein de la famille de ces technologies, on espère armer des nouvelles générations à pouvoir réfléchir les nouveautés et les choses qui arriveraient. Et donc là, par le prisme du design, alors nous, évidemment, on va d'abord toucher 1 ou 2 groupes, mais l'idée, quand on est une petite association qui touche qu'un certain public, c'est, quand il y a des outils qui fonctionnent, de les transmettre et de faire un travail pour que ça puisse s'utiliser à plus grande échelle, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai juste un petit commentaire, je vous le promets, par rapport à tout ce qui a été dit. Le mot empathie est revenu quantité de fois. J'invite vraiment, quand on critique un média, à s'interroger, qu'on soit professionnel de l'aide, qu'on soit de l'éducation média, qu'importe, ou parents ou citoyens, qui on critique, le média ou ses usagers? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on glisse vers une critique de Facebook. Et moi, j'ai pas d'action chez Facebook, subsidié en Belgique, ou chez Microsoft, qu'importe. Est-ce qu'on ne critique pas les jeunes ou son usager en général? Parce qu'il y a souvent ça, et quand un média parle d'un autre média, en général, c'est qu'ils sont en concurrence. Quand la littérature parle de la TV, etc., et quand la TV parle d'Internet. Voilà. Donc, soyons vraiment vigilants dans une posture d'éducation, mais dans une posture bienveillante et empathique par rapport à nos publics qu'on veut éduquer, à ne pas critiquer leurs usages de manière à ce qu'eux se sentent comme mauvais ou abîmés ou inférieurs ou je ne sais quoi. Enfin, vous pouvez utiliser tous les qualificatifs dans les journaux, il y en a assez sur la jeunesse. Voilà. Parce que notre outil de travail, ce sont eux. Voilà. Et la volonté qu'on a au final, c'est de leur transmettre des balises où ils se sentent à l'aise avec et qui les feront grandir. Et pas simplement de taper sur des évidences, enfin pour nous des évidences, que ce sont des corporations multinationales et qu'ils ont juste envie de se faire de l'argent. Qu'importe. En attendant, c'est à nous d'installer des balises bienveillantes. Parce que c'est eux, après, qui installeront des balises bienveillantes. En tout cas, on peut le souhaiter sur les autres générations après. Donc voilà, c'est le seul commentaire que je ferai sur ce niveau-là. Oui. Alors, je vais rebondir sur le mot burn-out, mais en fait en prenant son contraire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le bore-out, l'ennui dit autrement. On avait fait une étude il y a quelques années sur nos propres étudiants, en fait. C'était à la fois à la fac et en business school, et on est allé regarder leurs pratiques numériques, qu'est-ce qu'ils faisaient, notamment qu'est-ce qu'ils faisaient en cours, et puis qu'est-ce qu'ils faisaient à la cafette, à la BU, chez eux, dans le tram, etc. etc. Et donc on avait remarqué avec grand plaisir que sur 4 heures d'amphi, ils passaient 3 heures sur YouTube, donc c'était super valorisant. Et en discutant avec eux, on leur disait qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous fait, et allons sur le terrain émotionnel, est-ce que vous pouvez réussir à mettre un mot sur les émotions que vous procure ces dispositifs, ou ces usages numériques en tout cas. Et ce qui était ressorti, c'était un très grand ennui. Alors à la fois un ennui en cours, d'une part, ou un ennui le reste du temps. En week-end, ils s'ennuient, en soirée, ils s'ennuient, etc. etc. C'était des jeunes de 20 ans quand même. Et ils s'ennuient aussi parce que... alors ils s'ennuient doublement. Parce qu'en fait, ils essaient de tromper l'ennui sur Facebook et puis ils trouvent rien de passionnant. Donc ils cliquent, ils vont chercher un autre truc, une espèce de stimulation. Donc il y a une espèce de zapping émotionnel comme ça en permanence, une forme de régulation émotionnelle qui arrive en disant ouais, il y a un truc super cool, bon, ça a duré 1 minute, bon, je vais essayer de trouver autre chose derrière, etc. etc. Ouais, c'est chiant, bon, je vais essayer de trouver autre chose, etc. Ah tiens, le prof a dit un truc intéressant, hop, je le note, je retourne sur Facebook, ah tiens, il y a mon pote, il se passe un truc à côté, etc. etc.
Donc une espèce de course comme ça, à essayer de tromper l'ennui en permanence. Et cet ennui, alors qui était sur l'instant présent et qui pénétrait vraiment le quotidien, il se retrouvait aussi dans des formes de projection, parce que déjà, ils avaient peur de s'ennuyer au travail. Et donc ils manifestaient ce sentiment-là en disant mais ouais bon après voilà quoi, je vais finir les études, je vais partir au boulot. Je vois mes parents, l'actualité, etc., etc. Je sais que je vais me faire chier, donc je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus passionnant que ça. Et c'est là où on retombe sur la question de la politisation. On va reparler à nouveau des Gilets jaunes. Et on va reparler des questions de monopole. C'est quoi l'alternative ? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il y a en face? Donc c'est pour ça qu'on identifie souvent cette génération-là qui est en cours de diplomation actuellement, en disant c'est des jeunes qui cherchent de la mission, qui cherchent de la valeur, qui cherchent du sens, et qui cherchent à effectivement avoir des émotions, dans le sens où l'émotion, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. Donc là, effectivement, on produit des émotions dans cette population-là, mais ils ne savent pas dans quelle orientation aller, vers quel mouvement ça produit. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui naissent, qui émergent dans ces interfaces, dans ces plateformes, dans ces mouvements politiques, etc., etc. Mais pour aller vers quoi? Dans quelle direction? Est-ce qu'on peut faire autre chose que... est-ce que c'est uniquement quitter Facebook, ou bien est-ce que c'est uniquement casser des vitrines, ou bien est-ce que c'est rentrer dans un palais présidentiel ou un monument symbolique, etc., etc. Donc quel est le mouvement, quelle est la destination par rapport à ça? Et on voit que ça soit un projet professionnel, à la limite pas trop encore sur les projets personnels, que ce soit un projet politique, un projet de vivre ensemble, que ce soit un projet économique, quelles sont les alternatives qui existent, que ce soit du public, de l'associatif, que ce soit de l'open source, qu'il y ait une transparence sur les algorithmes, etc., etc. On est dans une absence de définition et de projection à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je trouve que les exercices de design fiction sont intéressants, parce qu'en plus, ils nous permettent de nous projeter dans des temporalités autres, et nous dire, effectivement, essayons de viser le coup d'après, visons dans 10 ans, visons dans 20 ans, et on verra dans cette logique de design fiction comment on fait après, step by step, petit pas par petit pas, pour arriver à ce résultat-là. Donc cette plongée, moi, sur la radicalité, j'ai toujours un petit peu du mal, à moins de dire soyons radicaux, essayons de plonger dans nos imaginaires, essayons de nous projeter dans des au-delà, on va dire, essayons de viser un petit peu plus loin, et ces exercices-là, il y en a d'autres qui existent, sont intéressants là-dessus, parce qu'ils arrivent effectivement à la fois à construire des projets et à construire les étapes qui nous permettent d'avancer vers ces projets-là. Là, pour l'instant, effectivement, ce qu'on voit pour l'instant, sur tous les champs qu'on a abordés, c'est effectivement, il peut y avoir des propositions là-dessus, mais c'est pas véritablement des projets. Je critiquais tout à l'heure le mode projet en disant le mode projet nous incite à aller vite. Le mode projet, c'est aussi se projeter vers quelque chose, et tant qu'à être radical, on peut effectivement essayer d'être radical dans nos imaginaires, dans nos projections et dans nos façons de faire avec ces problématiques-là. Mot de la fin, alors en bref. C'est compliqué. Moi, j'allais rebondir juste, oui, ça va comme ça sur les deux aspects. Sur la radicalité, je vais donner une réponse radicale à la radicalité. On ne peut pas sortir. Aujourd'hui, vous dites, je n'utilise pas Google. 90% des sites web utilisent Google Analytics pour savoir ce que font leurs utilisateurs. Vous utilisez Internet, vous êtes de toute manière traqué par Google. Facebook a investi les plus grosses bases de données de supermarchés clients aux États-Unis. Vous allez faire vos courses aux États-Unis, vous êtes rattaché à Facebook. Amazon, qui est une des plus tentaculaires entreprises de ces 3 dernières années, s'insère partout. Donc, à partir du moment, en fait, si vous voulez, on ne peut pas s'extraire. Ou alors, c'est une illusion de l'extraction. Et donc, effectivement, la radicalité pourrait être plutôt de penser des solutions, des nouveaux imaginaires, des nouvelles idéologies, qui là seraient une forme de radicalité pour s'extraire de ça. Ce qui me permet de souligner que là, on a quand même des débats, des problématiques de riches. On peut le dire assez durement comme ça.
les questions de créativité touchent certaines classes sociales où ces outils-là ont été développés par des classes sociales créatives et nous, on a des réponses de classes sociales créatives. S'extraire aujourd'hui Google Glass, on parlait de l'évolution du cerveau, ça n'a pas marché dans le grand public. Est-ce que c'est les lunettes Google? Vers quoi ils sont arrivés? Eh ben, ils ont eu l'idée d'aller dans les usines. Et aujourd'hui, aux États-Unis, ils vont ressortir l'année prochaine les Google Glass, puisque ça fait 3 ou 4 ans qu'ils donnent ça à des ouvriers dans les usines qui portent des Google Glass et qui n'ont pas le choix de toute manière. Parce que s'ils ne les portent pas, ils ne travaillent plus. S'ils ne travaillent plus, ils n'ont plus d'argent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai envie de dire cette radicalité, pour moi, elle devrait être idéologique avant tout. Et on en revient toujours à... Moi en tant qu'enseignant, malgré tout ce que je vous dis là, parce que je suis sur scène, j'évite ces aspects un peu idéologiques. J'essaie plutôt d'amener les étudiants à développer leur propre avis là-dessus. Mais de mon point de vue, la radicalité, elle doit être idéologique et de se dire, de toute manière, on ne peut pas sortir de ce qui est un monopole déjà de notre ordinaire. Et moi, je veux dire, c'est un monopole de notre ordinaire et c'est ça qui est particulier. Et du coup, par rapport aux formes de contestation et aux universitaires, pour finir là-dessus, c'est un peu, moi, ce qui me manque et qui est en train d'arriver avec cette histoire de Gilets jaunes, c'est qu'à la base, il n'y avait pas de colonne idéologique derrière. C'est-à-dire que c'était un peu, on partait partout. Il y avait quelque chose qui était plus sur on veut moins de taxes, on veut plus de pouvoir d'achat, qui sont des terminologie qui amène plutôt à certaines idées. Et là, il y a quelque chose d'idéologique qui est en train d'arriver, et c'est là où la radicalité devient intéressante, c'est quand elle s'appuie sur une idée idéologique, pour moi, c'est pas négatif, sur un idéal à atteindre, une utopie à, effectivement, via le design fiction, ces questions-là, mais une utopie à atteindre. Et du coup, je pense que ce qu'il faudrait pas qu'on se fasse voler plus que nos données, j'ai envie de dire, et ça va faire très romanesque ce que je vais dire, mais c'est vraiment nos idéaux. C'est-à-dire que petit à petit, notre vision, moi je ne parle pas de réalité, mais les représentations qu'on se fait de notre ordinaire soient des représentations qui ne passent que par le prisme de ce que nous amènent ces entreprises. Moi, je ne parle pas forcément de plateformes, de dispositifs médias, ces entreprises médiatiques, ces entreprises Amazon, je veux dire, aujourd'hui, c'est des supermarchés, etc. etc. Et c'est peut-être là où, et nous, on a essayé d'arriver là-dessus avec ces questions de web affectif, avec peut-être un livre qui schématise par rapport aux recherches qu'on peut faire un peu plus micro et peut-être moins intéressantes pour le grand public aussi, c'est de dire, voilà, attention aux idées, aux idéaux, aux utopies qu'essayent de nous faire passer ces acteurs au sens large et qu'il ne faudrait pas qu'elles remplacent nos propres utopies, ce qui répond aussi dans un sens à la question de la politisation, comment on redonne des nouvelles utopies aux jeunes générations, à nos idéaux de socialisation. Est-ce que être en dehors de Facebook, c'est perdre nos liens sociaux, mais au final, quelle idée on se fait de nos liens sociaux? Elle est peut-être là aussi la finalité et des gens qui nous entourent. Voilà, moi je suis sur Facebook, mais enfin très peu, j'ai mis une fausse date d'anniversaire. Je sais très bien que ceux qui me fêtent mon anniversaire à une fausse date ne sont pas mes amis, ne sont pas mes liens sociaux, parce que moi, c'est pas l'idée que je me fais de l'amitié, et je préfère avoir 2 vrais amis que 50 qui servent à rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une fois des idées, des idéaux, des utopies qu'on se donne, et peut-être que ça paraît romanesque comme ça, mais c'est une chose dont on discute très peu, et qui effectivement fait peur dans l'idée de politisation, de se dire, moi, j'ai une idéologie derrière ce que je fais, ce qui plus est, dont on est dans un monde où aujourd'hui on nous dit, il n'y a plus d'idéologie, on est dans le réel, il faut des réponses pragmatiques à tout, alors que non, ce sont les utopies qui nous font avancer. Et voilà, ne nous faisons pas voler nos utopies et produisons les nôtres. Et je pense qu'une éducation aux médias et à la créativité, qui est aussi une autre chose, doit passer par le redéveloppement d'utopies qui nous sont propres et qui sont aussi collectives. Et c'est le lien entre les deux qui fera avancer le schmilblick, comme on dit par chez nous. Très bien. Un grand merci pour vos interventions à tous les 4.